Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes en droit international, nous allons parler droit humanitaire et pénal. Cette vidéo sera consacrée entièrement à la description du plan, du cours. Donc ce sera simplement le sommaire, rien de plus, rien de moins. Donc si vous êtes ici, c'est pour avoir un résumé de toutes les notions à connaître en droit humanitaire et pénal. C'est une introduction au droit humanitaire et pénal. Donc on va vraiment parler en fait de toutes les notions les plus importantes du cours. Allez, c'est parti. Le cours de droit international, droit humanitaire et pénal va se séparer en deux parties avec une introduction générale. Dans l'introduction générale, nous verrons la notion de droit international humanitaire et pénal, puis nous verrons sa spécificité et ses principes. Dans une première partie, nous verrons le champ d'application du DIH, avec d'abord un chapitre préliminaire sur la condition du déclenchement du DIHP et la problématique de l'ingérence humanitaire. Nous verrons dans un premier chapitre la protection des personnes, dans un second chapitre le statut des prisonniers de guerre, et dans un dernier chapitre, la conduite des hostilités. Dans la partie 2, sur la répression des violations du DIH, ici nous verrons la justice pénale internationale, dans un chapitre 1er, le contentieux humanitaire international, dans un chapitre 2, les tribunaux internationaux, et enfin, la Cour pénale internationale, la CPI, dans un chapitre 3. Concernant l'introduction générale, nous verrons d'abord donc la notion du droit international, à l'intérieur de laquelle nous verrons que c'est un droit synthèse. Un droit synthèse parce que, premièrement, il s'agit de la protection de la personne humaine par l'atténuation de sa souffrance. Deuxièmement, la réglementation de la conduite des hostilités entre belligérants et l'organisation des secours. Troisièmement, la poursuite et le châtiment des sujets ayant enfreint les normes du droit international humanitaire. S'agissant de la spécificité et des principes du droit international humanitaire et pénal, nous verrons d'abord la spécificité et en second, nous verrons les principes du droit international humanitaire et pénal. Parmi ces principes, nous avons les principes relatifs au droit international humanitaire que nous allons séparer des principes relatifs au droit international pénal. S'agissant des principes relatifs au droit international humanitaire, nous verrons, en ce qui concerne l'action humanitaire, trois principes: le principe d'impartialité, le principe de neutralité et le principe d'humanité. S'agissant de la violence légale, nous verrons le principe de proportionnalité. Parmi les principes relatifs au droit international pénal, cette fois-ci, nous verrons le principe d'imprescriptibilité, le principe de la légalité des délits et des peines, et enfin le principe de l'interdiction de la double peine. Dans la partie première sur le champ d'application du DIH, nous verrons donc d'abord dans le chapitre préliminaire sur la condition du déclenchement du DIHP et la problématique de l'ingérence humanitaire. Nous verrons d'abord l'interdiction du recours à la force. Ensuite, nous verrons l'ingérence et l'humanitaire. Dans cette interdiction du recours à la force, on verra d'abord la genèse de ce principe, puis nous verrons les exceptions de ce principe, parmi lesquelles nous verrons le droit de légitime défense, à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, le système de sécurité collective, au chapitre 7 de la Charte, et enfin les opérations de maintien de la paix, OMP. En ce qui concerne l'ingérence et l'humanitaire, nous verrons d'abord la notion et la position du droit international, et enfin la position des Nations Unies, qui est une construction normative en la matière, à l'intérieur de laquelle nous parlerons d'abord de la consécration de l'assistance humanitaire, de l'assistance humanitaire obligatoire, et enfin de la responsabilité de protéger. Pour le chapitre 1 sur la protection des personnes, nous verrons d'abord le régime général de la protection, enfin nous verrons le régime spécifique de la protection. Dans ce régime général, nous allons parler de la protection des populations civiles, et enfin de la protection des biens de caractère civil.
En ce qui concerne le régime spécifique de la protection, nous parlerons de la protection de certains civils, notamment le statut des étrangers et des réfugiés, le statut des journalistes, les femmes et les enfants. Concernant la protection des victimes de guerre et du personnel sanitaire, nous allons parler de la protection des victimes de guerre séparées en 4 zones, les zones sanitaires, les zones neutralisées, les zones de sécurité et les zones démilitarisées. Et enfin, la protection du personnel et des installations sanitaires, et ici nous allons séparer le personnel sanitaire des installations matérielles et véhicules sanitaires. Passons maintenant au chapitre 2, le statut des prisonniers de guerre. Ici, nous allons d'abord définir la catégorie de prisonniers de guerre. Ensuite, nous allons parler du régime de captivité. Dans cette définition de la catégorie de prisonniers de guerre, nous allons d'abord parler des bénéficiaires de ce statut, puis des conditions pour bénéficier de ce statut, les extensions aussi de ce statut, et enfin, les exclus du statut de prisonnier de guerre. Parmi les extensions de ce statut, nous parlerons du statut de guérillero, et enfin, de la problématique des enfants soldats. Parmi les exclus du statut de prisonnier de guerre, nous verrons les mercenaires, les sociétés militaires privées, les espions et le déserteur. Dans le régime de captivité, nous parlerons des principes généraux encadrant la captivité, puis de la réglementation spécifique de la captivité. Dans cette réglementation spécifique, nous verrons les conditions matérielles d'installation, les conditions de vie, le travail des prisonniers de guerre et la fin de la captivité. Nous poursuivons sur le chapitre 3 concernant la conduite des hostilités. Ici, nous verrons la réglementation des armes, puis la limitation, ou plutôt l'encadrement, des méthodes de combat. Dans cette réglementation des armes, nous verrons d'abord les armes interdites. Ensuite, nous verrons certaines armes qui sont limitées dans leur utilisation. Parmi les armes interdites, nous avons les armes bactériologiques et chimiques, les mines antipersonnelles et l'arme atomique. En ce qui concerne l'arme atomique, nous verrons la réglementation de la détention de l'arme nucléaire, l'interdiction des essais nucléaires, et enfin la licéité ou l'illicéité de l'emploi de l'arme nucléaire. Concernant les armes limitées dans leur usage, nous verrons les armes classiques et enfin les nouvelles armes. Pour les armes classiques, on verra les armes blanches, les armes à feu et les armes incendiaires. Pour les nouvelles armes, nous parlerons du cas des drones. Enfin, concernant l'encadrement des méthodes de combat, nous verrons l'encadrement de certains procédés et actes, et enfin la réglementation des attaques. S'agissant maintenant de la partie 2 sur la répression des violations du DIH, donc la justice pénale internationale. Ici, nous avons dans le premier chapitre le contentieux humanitaire international que nous allons séparer en 2 parties concernant le système d'incrimination puis la compétence universelle. Dans le système d'incrimination, nous parlerons des infractions graves dont la doctrine est consensuelle, et puis nous parlerons des autres infractions graves dont la doctrine est partagée. S'agissant des infractions graves dont la doctrine est consensuelle, nous verrons le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime de génocide. Pour le crime de guerre, nous allons séparer les crimes visant les personnes et les biens protégés, des atteintes à la dignité humaine, puis nous séparons aussi le mauvais traitement des prisonniers de guerre et des personnes protégées, des violations graves des lois et coutumes de la guerre. Parmi les autres infractions graves dont la doctrine est partagée, nous verrons le crime d'agression et le terrorisme. En ce qui concerne la compétence universelle, nous verrons d'abord le principe de la compétence universelle et enfin la difficulté de sa mise en œuvre. Pour le chapitre 2 sur les tribunaux internationaux, nous verrons d'abord la justice des vainqueurs, Nuremberg et Tokyo. Nous verrons ensuite la justice des Nations Unies avec les tribunaux ad hoc, pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, TPIY et TPIR. Ensuite, nous verrons la justice alternative.
Pour ce qui concerne la section donc, sur la justice des vainqueurs, nous verrons l'identité des statuts, l'apport des tribunaux au droit international pénal et les critiques. En ce qui concerne la justice des Nations Unies, nous verrons la structure et le fonctionnement de ces tribunaux ad hoc pénaux internationaux, la spécificité des TPIY et TPIR, puis dans la troisième section sur la justice alternative, nous verrons d'abord la justice transitionnelle et nous terminerons sur les juridictions mixtes ou hybrides. Parmi donc les principes que nous verrons sur la justice transitionnelle, nous verrons le droit de savoir, le droit à la vérité et le droit à la réparation. S'agissant des juridictions mixtes ou hybrides, nous verrons la juridiction mixte pour le Sierra Leone, le tribunal pour le Timor oriental, le tribunal pour le Cambodge, le tribunal pour le Kosovo et enfin le tribunal spécial pour le Liban. Pour terminer, dans ce chapitre 3 de la partie 2, nous verrons la Cour pénale internationale, donc la CPI. Nous allons séparer l'institution et le fonctionnement de la CPI de la CPI et la coopération des États. Institution et fonctionnement de la CPI, ici il s'agit de l'organisation de la Cour et puis de la procédure et jugement de la Cour. S'agissant de la CPI et de la coopération des États, nous verrons les principes de la justice pénale internationale, puis nous terminerons vers une institutionnalisation de la justice pénale internationale. Et nous avons terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, et je vous dis à bientôt.